Bienvenue dans la rediffusion de ce webinaire de la cartographie des talents pédagogiques. Ici Julien Maurice, donc animateur de la cartographie, et l'intervention que vous vous apprêtez à regarder s'est déroulée le 30 avril 2021 et elle porte le nom Escape the Classroom. Elle est animée par Laurent Genestre, qui est professeur à l'école des ingénieurs de Tarbes, et il nous décrit ici en détail un escape game pédagogique pensé pour développer des compétences à la fois dans le domaine de l'algorithmique et de la programmation. Alors ceci dit, je précise que tout ce qui va suivre est totalement transposable à d'autres types d'enseignement. Il nous détaille ici la méthodologie et les outils qui ont été mis en place pour développer cette expérience d'apprentissage. Alors Laurent met notamment l'accent sur 3 étapes essentielles qui sont la scénarisation, la résolution d'énigmes et la manière de faire collaborer finalement les étudiants entre eux. Il est particulièrement intéressant également de découvrir l'infrastructure technique finalement qui sous-tend ce projet, et notamment des solutions libres comme Emacs ou Orgmode. Ce projet Escape the Classroom, donc monté par une équipe de 5 enseignants, ne manquera pas, j'en suis certain, de vous inspirer pour vos propres enseignements. Et juste avant finalement de vous laisser en compagnie de Laurent, je vous encourage à vous rendre sur le site de la cartographie des talents pédagogiques et bien sûr à vous y créer un compte si ce n'est déjà fait. Donc cela vous permettra notamment de recevoir la newsletter et d'être informé de tous les événements carto. Voilà, au nom du collectif, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Laisser du coup Laurent commencer sa présentation. À toi Laurent. Ok, merci Julien. Donc juste peut-être pour préciser, là je vais faire la présentation directement dans la caméra vidéo, donc sans partage. Donc j'espère que ça ira pour vous. En fait, donc pour me présenter très rapidement, je suis enseignant-chercheur donc à l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes, dans le sud-ouest. Rapidement, l'école à laquelle j'appartiens, l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes, c'est une formation en 5 ans, donc avec ce qu'on appelle souvent une prépa intégrée, et avec donc une formation principalement orientée sur le génie mécanique et le génie industriel. Même si la formation est assez généraliste, il y a quand même ces spécialités qui sont, disons, les points forts de l'école. C'est une formation qui est intégralement semestrialisée, c'est-à-dire qu'on répète les enseignements, l'ensemble des enseignements sur chaque semestre. C'est une petite école, donc on a 1200 étudiants et étudiantes qui sont en formation. Et à l'école est rattaché un laboratoire de recherche, donc d'un peu plus de 50 permanents, et plusieurs plateformes qui sont donc des plateformes techniques et des centres de transfert pour articuler l'activité de recherche avec aussi une finalité plus au service des entreprises. Alors dans cette école, on a décidé il y a quelques semestres de démarrer un projet dans le cadre d'un enseignement qu'on fait avec un certain nombre de collègues en algorithmique et programmation. Donc, ce qu'on a remarqué dans ces enseignements-là, c'est que l'algorithmique et la programmation, c'est pas forcément quelque chose que nos étudiants ont envie de faire. Eux, ils sont venus là pour faire de la conception, pour faire de la gestion de production, pour apprendre du management, etc. Et finalement, l'algorithmique, la programmation, ils sont pas venus dans une école d'informatique. En fait, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois difficile pour eux et en même temps qui les motive pas forcément. C'est pas une priorité. Et donc, on a essayé de réfléchir, donc avec un petit groupe d'enseignants et d'enseignantes, essayer de réfléchir à comment on pouvait améliorer ça. Et donc, on a démarré une petite équipe projet. Vous avez les noms, et j'ai vu notamment que Pascal Chiron, qui fait partie du groupe, était présente. Voilà, donc elle pourra aussi échanger sur notre ressenti par rapport à cette expérience. On a décidé de voir comment on pouvait stimuler en fait l'investissement des étudiants et des étudiantes dans cet enseignement. Alors, pour ça, on a donc décidé d'explorer
l'idée comme source d'inspiration, en tout cas, les escape games. Alors pour différentes raisons, hein, parce que voilà, certains d'entre nous s'intéressent à ce domaine-là, jouent à des escape games, et pas forcément l'idée de faire un escape game, mais plutôt d'essayer d'en retirer les principes qui font qu'on va s'investir dans ces jeux-là, et notamment ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'aspect scénarisation, l'aspect résolution d'énigmes et l'aspect collaboratif. Donc en fait, voilà, on a essayé de s'extraire du cadre strict de l'escape game en allant chercher des éléments sur ces trois aspects-là: scénarisation, résolution d'énigmes et collaboration. Alors, pour la partie résolution d'énigmes, évidemment, c'est très bien adapté à un enseignement d'algorithmique et de programmation, parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire en sorte que nos étudiants et nos étudiantes résolvent des énigmes en utilisant des algorithmes et des codes programmés. Et c'est là où ça prend tout son intérêt, c'est-à-dire qu'on va les obliger à résoudre des énigmes, mais pour résoudre ces énigmes, ils vont avoir besoin de faire du codage. En fait, les énigmes qu'on va leur proposer ne peuvent pas être résolues. En tout cas, il faudrait vraiment beaucoup trop de temps sans codage. Et le codage va faciliter énormément la résolution des énigmes. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Et on a beaucoup insisté aussi sur l'aspect scénarisation. Hein, scénarisation, collaboration, voilà, vous allez voir que c'est des choses qui ont guidé un petit peu notre réflexion. Ces idées-là se sont matérialisées par un projet qui a été proposé dans le cadre du bonus innovation pédagogique de Toulouse INP. Donc ça, c'est un dispositif qui est mis en place par l'INP de Toulouse pour soutenir, en fait, stimuler l'innovation pédagogique. Et donc chaque année, il y a un appel à projet et des budgets. Donc là, par exemple, on avait sollicité un budget de 4 500 €, donc c'est pas des très gros budgets, mais en même temps, ça permet de conduire ce genre d'action, au moins pour le démarrage. Et là, donc on a un projet qu'on a appelé Escape the Classroom. Donc ça, c'est le nom du premier projet. Et on a donc sollicité ce budget pour à la fois nous aider à créer un environnement graphique pour la partie scénarisation, et puis nous permettre aussi de valoriser par participation à conférences. Et on avait envisagé aussi d'intégrer des objets matériels dans les scénarios de jeu. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on avait prévues pour notre budget. Donc voilà un petit peu le contour du projet initial, Escape the Classroom. Alors ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet, et après, bon, je vous montrerai concrètement en fait comment ça fonctionne, ce qu'on a réalisé. Dans le cadre du projet, on a fait principalement 3 actions. La première, ça a été de créer, alors dans un premier temps, 2 scénarios, mais aujourd'hui on en a 4 qui sont fonctionnels, donc 4 scénarios différents, et les mettre en place, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment opérationnels, ils sont utilisables, ils sont jouables. De créer une infrastructure technique pour permettre de justement faire en sorte que ces scénarios qui à la base sont des idées puissent être des choses concrètes. Donc là, on a une infrastructure technique que je vous présenterai rapidement qui permet de faire ça. Et puis de l'expérimentation. Donc travailler avec nos étudiants et nos étudiantes sur la mise en œuvre effective de ces scénarios, et puis avoir un petit peu de retour d'expérience. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. En fait, je vais essayer de partager cet ensemble d'actions et les résultats qu'on a obtenus, les difficultés. Voilà, je vais essayer de partager ça avec vous. Alors, pour commencer, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est pour nous un scénario. Un des scénarios, c'est donc dans le scénario, il y a 6 personnages différents. Et donc un étudiant ou une étudiante va jouer un de ces 6 personnages. Donc là, vous voyez les noms des personnages que vous devez voir à l'écran normalement. Donc ces 6 personnages sont regroupés par 2, et chaque groupe de 2 va être en quelque sorte dans le scénario envoyé dans une époque particulière. Donc là, on a 2 personnages qui sont envoyés dans un monde préhistorique, 2 personnages qui sont envoyés dans la Rome antique, et 2 personnages qui sont envoyés dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ces personnages, chacun va avancer
dans le scénario. Donc, par exemple, si je prends le premier personnage, Cor, il va avancer dans son propre scénario. Et donc, lui, il est dans l'époque préhistorique. Il avance dans son propre scénario. Et puis, à un moment, il va se rendre compte, sachant qu'au début, il ne sait absolument rien. Il ne sait même pas, en fait, qu'il est dans l'époque préhistorique. Il va le découvrir progressivement. Et à un moment, il va se rendre compte qu'il y a un autre personnage qui est lui aussi dans cette époque-là. Et on va provoquer une rencontre. Mais pour provoquer cette rencontre, ils vont avoir besoin de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui a été le plus vite va devoir aider celui qui est un petit peu en retard. Donc on va avoir une synchronisation en fait entre deux étudiants et étudiantes ou deux personnages au sein du scénario. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on va provoquer en fait de la collaboration. Donc à ce stade-là, entre deux personnages, et en fin de scénario, on a les voyageurs temporels là, reviennent dans le présent, donc finalement dans la salle de cours d'une certaine manière, et vont devoir travailler tous ensemble. Donc les 6 personnages vont devoir travailler de manière collaborative à nouveau, donc ils vont se regrouper pour pouvoir franchir une étape supplémentaire. Et là, on va à nouveau provoquer de la collaboration, mais cette fois au sein d'un groupe plus grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant d'un point de vue pratique. En fait, on voit que la collaboration est vraiment significative sur ces phases-là. Alors d'un point de vue technique, donc éventuellement j'y reviendrai. Je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus parce que mais d'un point de vue technique, on utilise des outils qui sont des outils libres. Donc principalement Emacs et OrgMod. Alors, c'est pas forcément des choses qui sont très connues, mais pour essayer de vous montrer à quoi ça peut ressembler, ici vous voyez sur la partie droite de l'écran la structure d'un scénario pour un personnage en utilisant OrgMod. Donc là, au niveau le plus haut, c'est-à-dire en bleu, on voit le personnage. Ensuite, on a les différentes étapes du scénario qui sont en vert. Et pour chaque étape du scénario, c'est-à-dire étape qui va être séparée par une énigme pour passer à l'étape suivante. Donc pour passer de l'étape 1 ici en vert à l'étape 2, il y aura une énigme à résoudre. Et à l'intérieur de chaque étape, on a un scénario qui, lui, peut contenir plusieurs phases en quelque sorte, mais c'est juste du narratif. On explique à la fois où est le personnage, ce qui lui arrive, et ce qu'il doit faire pour passer à la suite. Voilà, en gros, donc voilà la structure. Donc là, par exemple, le scénario contient 5 étapes qui chacune correspondent à une énigme à résoudre. Alors l'avantage de OrgMod, c'est que ça nous permet de structurer assez facilement finalement notre représentation. On a une vision assez claire des différents scénarios. Et pour nous, ça a d'autres avantages. C'est en particulier qu'on peut inclure du code à l'intérieur même de ces scénarios. Donc à l'intérieur, ici, on va avoir une description de chaque étape narrative, mais on peut aussi, nous, rajouter du code qui nous permet de tester quand même tout ce qu'on demande de faire aux étudiants. On le vérifie, que ce soit faisable. Et aussi, vous allez le voir, de générer des morceaux de code source sur lesquels les étudiants vont commencer à travailler. En fait, ils vont partir de quelque chose qui n'est pas une feuille vide, mais on va préparer des choses pour eux. Et tout ça, on peut le faire à l'intérieur de cet outil. Donc, on peut traiter en fait tous les aspects codage à l'intérieur même de l'outil. Et enfin, le dernier point, c'est que ça nous permet d'exporter le scénario sous une forme web. Et là, par exemple, ce que je suis en train de faire a été exporté en utilisant ce même outil. C'est-à-dire que la présentation, c'est une présentation web. D'ailleurs, je pourrais vous donner le lien si vous voulez la refaire. Et elle a été exportée entièrement à partir de cet outil. En fait, j'ai utilisé exactement la même chose que ce qu'on fait pour générer un scénario pour les étudiants, sauf que pour vous, j'ai généré une présentation et un petit bout de scénario. Alors, voilà, je pense que c'est intéressant peut-être de vous montrer comment ça marche en finale. C'est-à-dire qu'est-ce que les étudiants vont avoir sous les yeux quand ils utilisent le jeu. Et pour ça, on va se connecter avec le nom d'un personnage. Donc ça, c'est le point d'entrée en fait dans le jeu. Donc là, par exemple, je vais taper le nom d'un personnage que vous avez vu dans la liste, qui s'appelle Cor. Et je vais rentrer donc dans le scénario.
Voilà. Donc là, les étudiants, quand ils commencent ce scénario, c'est un des 4 scénarios. Quand ils commencent, ils voient ça. Donc je vous laisse prendre le temps de lire tranquillement. J'ai préparé en fait une version un petit peu différente parce que je pense que c'était pas forcément pertinent de directement vous faire coder en Python. Enfin, je sais pas, hein, peut-être ça aurait été pertinent, mais j'en sais rien. Donc dans l'incertitude, j'ai préparé en fait une petite chose un peu plus simple, hein, un petit peu plus simple. Et donc voilà finalement ce que vous voyez sur votre aide-mémoire. Hein. Et voilà, maintenant j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des idées ou allez-y, vous pouvez vous exprimer. Orientation, sud-est, nord-ouest. Ouais, alors effectivement, on a cette idée que le S ici, S, E, W, c'est des points cardinaux, quoi. Ça, c'est une bonne idée. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Par exemple, S4, ça pourrait être quoi? Est-ce qu'il y a un point de départ et on descend de 4 cases vers le sud, par exemple? Par exemple, ça paraît raisonnable hein, comme logique. Hein. Ben, vous pouvez essayer. Est-ce que du coup, ce serait le D majuscule si on commence tout en haut à gauche? Ouais. Ben oui, alors ben voilà, ben continuez, essayez de continuer ça. C'est bien, voilà, vous voyez, vous êtes dedans là, ça y est, vous êtes petit à petit, les éléments se mettent en place. Mais on prend en considération les points ou pas? Alors oui, enfin après ça justement c'est non précisé, donc je dirais que ça fait partie de l'étape de recherche, mais je vais vous aider, vous prenez en considération toutes les cases. Les points, les espaces, tout est à prendre en considération. On construit un code en notant ce qui est écrit dans la case à chaque fois qu'on s'arrête pour changer de direction. Oui, ça c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, qui essayent. Si, on est en train de jouer. Est-ce que les premiers c'est ceux-là? Parce que sinon c'est que je suis partie dans une mauvaise direction, donc je ne vais pas faire toute la ligne. Ouais, c'est fastidieux. Hein. J'ai pas ceux-là, moi. Alors, vous avez trouvé quoi comme le premier mot, par exemple? Là, Laura a mis dans... Ouais, moi, j'ai ceux de Francesca. Pardon, je regarde pas le chat. Moi, je suis au même point que Hélène Thomas. C'est D. Alors, sauf que vous avez oublié le I quand même au départ. Hein. Ah. Et oui. Oui, il faut savoir si on le prend, du coup. Ouais, okay. Alors, si vous le prenez, ça fait IDA. Ah oui, c'est plus logique. Alors, ouais, pour Carole, effectivement, ouais, ID, donc c'est bien. IDA, c'est bien. Et en fait, si vous faites ce message, c'est idée à creuser. Ouais, je vais vous aider, je vais vous éviter la fin du... parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu fastidieux. Idée à creuser. Sauf que idée à creuser, ça ne nous donne pas quelque chose pour passer à la suite. Alors, juste pour passer à la suite, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Hein. Pardon, alors, il faut que je revienne là. Voilà, il faut proposer votre solution. Donc, idée à creuser, on sent que c'est la bonne idée, mais que c'est pas ça. Alors, ce qu'on fait pour ce qu'on peut faire là, ce que j'ai fait pour vous, c'est des petits indices. Donc il y en a que vous avez résolus. Alors là, vous voyez, j'ai des flèches qui vont vers le bas, ici. Je ne sais pas si vous les voyez en bas de l'écran. J'ai des flèches de navigation en fait, qui permettent d'aller à droite, à gauche ou vers le bas. Donc là, je vais aller vers le bas et j'avais prévu des indices. Le premier, vous l'avez trouvé sans problème. C'est l'indice sur les directions et sur le S4 en fait, ce que ça signifie. Donc ça, vous l'avez trouvé. Et le deuxième indice, c'est mais pourquoi commencer en haut à gauche du tableau? Après tout. Oui, moi j'avais compris qu'on commençait au D majuscule du coup. Oui. Mais au final, ça va, sauf que ID, vous allez avoir D à creuser, mais ça ne va pas changer grand-chose. En fait, là, vous avez décidé, mais c'est vous qui avez décidé de commencer par le I, ici, en haut du tableau, mais il n'y a aucune raison. Sauf que maintenant, si on se dit ça peut commencer par n'importe quelle lettre, ça veut dire qu'il va falloir appliquer ce que vous venez de faire, qui est quand même très fastidieux, descendre de 4, aller à 5, de 5 vers la droite, donc c'est un petit peu fastidieux. Il va falloir l'appliquer à toutes les cellules du tableau. Et ça, évidemment, c'est un peu compliqué, sauf si vous écrivez un petit programme.
Et si vous écrivez un petit programme, alors là, j'ai mis le programme qui permet de donner des éléments. Si vous écrivez ce programme-là, bah, finalement, vous allez obtenir ça, voilà, comme résultat. Et vous voyez que la première ligne, c'est-à-dire celle qui part du i en haut à gauche, donne ce que vous avez trouvé, idée à creuser. Mais si vous regardez en fait toutes les possibilités, vous allez vous apercevoir qu'il y en a une qui va vous interpeller. Password Sésame. Voilà, ouais. Password Sésame. Et donc là, vous avez une solution. Là, alors, le but de ce qu'on fait en fait avec nos étudiants, ce sera toujours d'obtenir soit une valeur numérique, soit une chaîne de caractères, un mot de passe en quelque sorte, via un code, et qui va leur permettre de passer à la suite. Donc maintenant, que je sais quel est le mot de passe qui permet de passer à la suite, je vais écrire Sésame et directement je vais passer à la suite. Alors là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. C'est une autre énigme en fait pour vous montrer un peu le type de choses qu'on fait, qu'on peut faire en tout cas dans ce cadre-là. Donc, si sur votre aide-mémoire vous aviez ça, qu'est-ce que vous feriez? Ça vous fait penser à quoi ça? Le langage binaire. Ouais, c'est du binaire, des 0 et des 1. Ça, c'est vrai. Si on en faisait des cases, on pourrait colorer tous les 1 et... Ouais. Alors, et ça pourrait dessiner quelque chose? Ouais, ça pourrait dessiner quelque chose. Alors effectivement, c'est une bonne idée. Et si on faisait ça, on pourrait trouver quelque chose qui ressemble à ça. Oui, je l'ai fait pour vous. Un QR code. Ah, un QR code. Sauf que ce QR code-là, enfin représenté sous cette forme-là, vous pouvez pas le flasher. En fait, il fonctionne pas. Il n'est pas tout à fait correct. Et donc, ce qu'on fait parfois avec nos étudiants, c'est le cas sur certaines énigmes, on leur fait utiliser des outils graphiques qui vont permettre de générer un vrai QR code. Donc, par exemple, si vous partez de ce code binaire ici, donc là, il est représenté d'une manière un peu plus visuelle, et si vous le transformez en QR code, vous obtenez ça. Donc là, c'est vraiment ça, c'est un programme qui fait ça, hein, c'est un code. Alors souvent, justement, ce que je disais, on met des bibliothèques à disposition des étudiants pour leur faciliter le travail, mais on leur fait obtenir ce genre de choses. Et celui-là est flashable, par contre. Alors si vous le flashez, vous allez obtenir le mot de passe pour la suite, en fait. Hein. Donc je vais le faire directement. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé, mais donc c'est talent au pluriel. Et là, donc là, pour la partie aide-mémoire, j'ai fait des énigmes spécifiques pour aujourd'hui, en fait. Hein. C'est pas des énigmes qu'on donne à nos étudiants, mais là, on revient sur le scénario des étudiants. Et vous voyez sur cette planche le travail de l'infographiste. En fait, on a travaillé avec une infographiste pour nous aider à justement. Donc, on a pour chaque personnage, on a une infographie particulière. Et maintenant, il n'y aura plus d'énigmes. Je vais passer simplement très vite sur le déroulement du scénario. Vous voyez, là, on est sorti de la capsule, donc on va avancer petit à petit dans l'univers qui correspond au personnage. Avec là aussi, voilà, vous voyez les séquences narratives. La possibilité de mettre à disposition des étudiants des fichiers. Vous voyez ici, quand on a un lien vers un fichier, donc ça, c'est quelque chose qui va permettre aux étudiants d'avoir un petit morceau de code. Et donc ici, vous voyez sur le début de cette vidéo, vous voyez ce qu'on donne aux étudiants. Donc aux étudiants, on leur donne ça, par exemple. On leur donne là une chaîne de caractères avec plein de caractères bizarroïdes. Et eux vont devoir travailler à partir de ça pour trouver quelque chose. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait. Je ne sais pas si ça passe bien la vidéo. Donc là, on imagine c'est un étudiant qui est en train de travailler, d'écrire son code. Donc voilà, il écrit quelques lignes de code. Bon, ça, c'est un étudiant qui serait rapide quand même. Il leur faut souvent un peu plus de temps. Et quand il va exécuter son code, il va obtenir le résultat. Et voilà, par exemple, ce qu'on fait. Donc, à partir de la chaîne de caractères qu'il y avait au début, l'étudiant va obtenir ça. Va obtenir donc un petit dessin en ASCII Art et le mot de passe pour la suite. Là, on va le rentrer. Et on passe à la suite. Donc là, voilà, vous voyez l'animal qui passe. Alors juste là, je vais passer assez vite maintenant. J'ai chanté les questions pour aller plus vite. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va avoir les phases de synchronisation. Donc là, par exemple, on a besoin d'avoir les informations qui viennent à la fois du personnage
qui est joué là, Core, mais aussi d'un autre personnage qui est dans la même époque. Et tant qu'on n'a pas les deux, donc tant que Mira n'aura pas résolu aussi ces énigmes, éventuellement avec l'aide de Core, on ne pourra pas franchir cette étape-là. Donc on continue, voilà, les personnages se rejoignent, et puis ils finissent par revenir dans le monde présent, avec là aussi la nécessité d'avoir 6 réponses simultanées. Donc alors là voilà, c'est des petites énigmes qu'on leur demande de faire, et tous les 6 doivent en fait faire cette énigme-là. Donc ils peuvent s'entraider, quand il y en a un qui a résolu le problème, il peut aider les autres pour le faire. Ça c'est la fin du jeu. Et là on a différentes formes, c'est-à-dire que soit quand on est en virtuel, eh ben c'est ça, c'est juste la récompense, c'est juste l'écran. Mais quand on le fait en présentiel, on a instrumenté des petits coffres qu'on peut ouvrir physiques, dans lesquels on met des bonbons. Et on va même jusqu'à, quand on a vraiment des petits groupes, on va même jusqu'à faire des choses où on cache, un peu dans l'idée du géocaching, on va cacher les boîtes quelque part dans notre parc, vous pouvez, donc dans le parc de l'école, qui est très joli, et voilà, quand il fait beau, c'est assez sympa d'aller chercher les choses dans le parc. Voilà, une petite activité supplémentaire. En termes d'expérimentation, donc on a expérimenté 2 scénarios en production, 2 scénarios que j'ai mis en phase expérimentale, mais qui ont en fait été testés aussi sur des groupes plus petits, mais en production en réalité, donc qui fonctionnent parfaitement. Et ce qu'on a observé, c'est vraiment un renforcement de la motivation. Ça, c'est clair dans les phases de jeu. Il y a vraiment une motivation, et notamment quand on est en présentiel, où c'est vraiment très très fort. Une motivation perceptible pendant les séances, un renforcement en tout cas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça incite aussi les étudiants à poursuivre leur effort un peu plus longtemps. Donc ça, c'est des séances de TP de 3 heures qu'on instrumente comme ça. Donc on a des cours classiques au tableau avec des exercices, des cours TD, on va dire, et des séances de TP de 3 heures qu'on instrumente comme ça. Donc on a dans notre cours 2 séances de TP de 3 heures qui sont instrumentées avec des scénarios. Alors voilà quelques retours de nos élèves sur ces scénarios. Alors on a aussi fait des évaluations un peu plus quantitatives sur la perception des étudiants, mais j'ai trouvé intéressant l'aspect qualitatif de ces. Donc ça, c'est vraiment des étudiants qui nous ont fait des retours sur les scénarios. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un avis très favorable, quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment il y a une vraie un avis très très positif par rapport à ça. Ah oui, alors oui, pardon, je regardais pas en parallèle là, le chat. Je vois qu'il y a des petites questions qui arrivent. Ça dure combien de temps? Donc chaque scénario dure 3 heures. Les élèves ne se passent-ils pas les résultats d'une année sur l'autre? A priori non, et on sait changer en fait, on sait changer les valeurs des résultats. Donc ça nous arrive, mais globalement on n'a pas remarqué ça. Et c'est vrai, voilà, je suis assez d'accord avec l'idée, c'est nul s'ils le font. Et donc je pense que comme ils ont le plaisir eux de faire les scénarios, ben peut-être ils n'ont pas forcément envie d'aider de fournir les solutions aux autres. Ça perdrait tout son intérêt. Ouais. Juste pour dire qu'on a des projets connexes en fait à ce projet-là. On a fait un projet European Project Semester, donc avec des étudiants qui viennent de différents pays et qui ont travaillé avec nous sur un nouveau scénario en anglais, et avec des idées notamment d'intégrer des objets virtuels dans les scénarios. Donc par exemple des objets 3D qu'on va faire tourner pour avoir des informations ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est juste des idées qu'on essaye de développer. Et puis on a actuellement donc 2 projets qui sont en cours. Un projet qui s'appelle Escape the Classroom Reloaded. Donc en fait on a obtenu des financements complémentaires pour aller un peu plus loin. Et un projet défi diversité, bonus défi diversité, donc de l'université de Toulouse cette fois, avec un partenariat avec d'autres établissements pour intégrer à la fois Escape the Classroom et des plateformes
support du codage, comme la plateforme Pixel, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est plus connue que Escape the Classroom en tout cas. Voilà. Et pour terminer, donc merci pour votre attention, votre écoute. Et puis voilà, je serais ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Laurent, pour la présentation. On pourra passer en mode galerie pour ceux qui le souhaitent. Écoutez, je vous propose de poser quelques questions. Ouais, plein d'applaudissements, tu vois, Laurent, virtuel. Alors moi, je ne vois pas, mais merci beaucoup. Ouais, voilà. Ils ont bien appris comment, grâce à ta formation, comment utiliser les réactions. Je voulais savoir, tu l'as peut-être mentionné, Laurent, mais donc il y a bien un cours avant, également après cet escape game. Comment ça se passe en termes de timing, entre guillemets? Ouais, alors, en fait, on a notre formation d'algorithmique programmation. Elle est séquencée avec 3 séances de cours, 1 séance de TP, 4 séances de cours, 1 séance de TP. Donc les séances de cours durent 2 heures et on fait à la fois du cours, donc on introduit des concepts nouveaux et des exercices. Ok, super. Voilà. Donc il y a un entraînement en quelque sorte. Alors pas forcément de manière spécifique pour aller faire le jeu ensuite, mais en tout cas on essaye de leur donner les éléments et le jeu est calé pour revisiter en fait ces compétences. C'est-à-dire que il y a effectivement l'aspect scénarisation, mais aussi le choix des énigmes en fonction de ce qu'on veut faire travailler aux étudiants pour reprendre en fait les éléments du cours qu'ils ont déjà. Voilà, donc par exemple le premier scénario est beaucoup plus simple en termes de compétences, enfin demande moins de compétences bien sûr que le deuxième. Ok, super. Je vais laisser les participants poser leurs questions. Alors n'hésitez pas, soit vous prenez la parole comme ça, vous pouvez également lever la main avec le petit bouton réaction, donc n'hésitez pas. Et comme ça vous allez pouvoir poser vos petites questions. Alors, je vois que Sandrine a levé la main. Je t'en prie. D'abord, bravo et merci pour ce partage. En fait, ça donne vraiment beaucoup d'idées. Je suis vraiment emballée. Ça m'intéresserait de savoir si le jeu est partageable et en particulier dans le cadre d'actions de promotion vers l'amont du numérique. Typiquement, des actions qu'on fait auprès des publics scolaires, des garçons et aussi des filles, et dans l'objectif de leur donner envie de se mettre à l'informatique. Alors le jeu est partageable. Justement, c'est un des objectifs du projet Reloaded, Escape the Classroom Reloaded, c'est d'essayer d'avoir une vision plus communautaire au sens positif du terme, hein, c'est-à-dire orientée. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé à Julien de faire cette présentation, parce que ça fait partie de la démarche qu'on souhaite développer maintenant. C'est-à-dire on a fait des choses, on souhaite les partager, on souhaite et ça a été fait pour, c'est-à-dire que là, par exemple, voyons, je ne sais pas si je peux le faire, mais voilà, je vais vous mettre un lien donc je vais le mettre sur le chat et vous pouvez vous connecter, par exemple, sur cette présentation. D'accord, ça veut dire qu'on peut jouer en ligne et oui. Et là où on voudrait, parce que je pense que les enfants, en fait, ils sont très sensibles au fait de pouvoir manipuler des objets physiques et de jouer avec du matériel. Il y a beaucoup de travail à faire pour reproduire ce que vous avez fait et voilà, pouvoir le jouer sur des groupes qu'on accueillerait dans les établissements entre 30 et 80 gamins. Alors, pour moi, refaire, par exemple, générer un nouveau scénario, par exemple, c'est quelque chose qui aujourd'hui demande de comprendre en fait comment fonctionne par exemple Orgwod, Emacs, l'exportation, donc c'est quand même quelque chose d'assez technique. Par contre, utiliser un scénario existant, ça c'est quelque chose de très simple. Là, voilà, vous allez sur cette adresse et vous allez, alors vous allez avoir juste l'entête. Il faut cliquer sur le petit logo de Escape the Classroom qui est le petit sac à dos bleu. Et si vous cliquez, vous entrez dans la présentation en fait. Voilà. Il y a
Voilà. Et là, vous avez la même chose que ce que je viens de vous présenter. Et vous voyez, ça, c'est très facile à partager. D'accord, donc en fait, ils peuvent faire tout le jeu en ligne, finalement. Ils le font en ligne. En fait, quand ils sont dans la salle de cours, ils jouent leur personnage sur le web. Donc nous, on partage le scénario généré. Donc ils mettent le nom de leur personnage et automatiquement, ils vont sur les pages web qui correspondent à leur scénario. D'accord, ok. Alors. Chacun rentre. Mais alors bon, enfin, faudra qu'on en discute peut-être hors ligne, mais je vois il y a 6 personnages, donc il faut faire des cohortes de 6 et je vois pas bien comment. Alors pas forcément, hein, parce que vous pouvez, enfin, si c'est dans un objectif, par exemple, de démonstration, vous pouvez très bien avoir tout le monde qui joue le même personnage. C'est pas gênant. En fait, il faut, on ne sait pas qui est qui, quoi. On sait pas. Il peut y avoir 30 personnes qui jouent le personnage Core en parallèle. Là, par exemple, si vous vous connectez, vous avez vu, j'ai choisi Core comme personnage. Bon, c'est le seul qui fonctionne hein, dans la présentation. Les autres sont pas instrumentés dans cette présentation, mais il peut y avoir 30 personnes qui choisissent Core. Et par contre, la seule chose, c'est qu'ils vont suivre le même scénario. Mais c'est pas parce que un a franchi une étape avec un mot de passe que l'autre aura ce mot de passe en fait. Il faudra qu'il le trouve lui-même ou qu'il se le transmette. Mais sinon, voilà, ça peut être en parallèle. Il y avait Jean-Loup qui avait une question également. Oui, merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. C'est une question sur la collaboration. Vous avez dit celui qui avance plus vite, l'intention est qu'il aide celui qui avance moins vite. Dans ce que vous nous avez montré, c'est juste tout à la fin, ça. Ou comment c'est organisé dans le jeu, j'ai pas bien compris. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez recueilli les avis des élèves ou des étudiants qui ont participé à ce jeu? Est-ce que vous avez une évaluation formelle du jeu réalisé par les élèves? Ouais. Alors, sur l'aspect collaboration, je dirais ça dépend des scénarios. On a des scénarios, notamment là celui que je vous ai montré, dans lequel il y a 2 phases de collaboration. Il y a une phase, alors on a toujours une phase, on va dire individuelle. Et pour nous c'est important parce que ça nous permet aussi dans les TP de mesurer en fait les compétences des étudiants en solo, de voir un petit peu où ils en sont. Donc sur les phases sur les phases initiales où les problèmes sont les plus simples en fait à résoudre. Ils avancent en solo. Donc en gros, ça va se faire sur 2 ou 3 énigmes qu'ils vont résoudre en solo. Et puis après, ils vont avoir une première collaboration à 2 étudiants. Donc cette première collaboration, elle va intervenir après cette phase individuelle. Donc première collaboration à 2 étudiants, puis une collaboration avec l'ensemble du groupe. Donc 6 étudiants. Mais ça, c'est nous qui le décidons. En fait, on pourrait très bien dire, dès la première énigme, on autorise ou on pousse à la collaboration. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a décidé par rapport au fonctionnement du scénario. Mais c'est juste pour nous avoir à la fois le côté... on peut voir comment les étudiants ont acquis les compétences simples, on va dire, et puis après, qu'ils puissent profiter aussi de l'aide des autres hein, pour comprendre des choses qu'ils ont parfois pas bien compris, et ça va les aider. Alors par rapport à la question, est-ce que c'est de la vraie collaboration? En fait, je dirais ça dépend. C'est très variable d'un groupe à l'autre, et c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Parfois, c'est juste comment dire, donner la solution ou donner le code, ce qui n'a pas un grand intérêt. Mais assez souvent, on voit qu'il y a quand même plutôt une entraide pour dire on étudie un code qui est écrit par un étudiant, en partie souvent, et puis on essaye de le critiquer, de dire tiens, là, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Donc là, je trouve que c'est vraiment plus de la collaboration. Alors, il y avait Philippe qui avait une question. Philippe. Oui, bonjour. Félicitations. Encore une fois, je me joins aux autres. Alors, moi, je suis prof d'informatique, donc j'ai plein de questions. Je ne vais pas toutes les poser là. Donc, ma première question, c'est comment je fais pour vous poser toutes mes questions pour ne pas polluer le discours.
Alors déjà, on va faire un petit, moi j'appelle ça l'after show, c'est-à-dire qu'après le carto, on peut rester un petit peu ensemble, enfin ceux qui veulent rester, hein. Je crois que Laurent, tu as un peu de temps. Et puis j'imagine que tu vas également donner ton contact, mais je te laisserai. Oui, voilà, oui, bien sûr, oui, avec grand plaisir, hein. Au contraire, voilà, encore une fois, nous on est vraiment dans une approche plutôt d'essayer de partager, d'échanger, éventuellement d'avoir des initiatives croisées d'ailleurs, hein, entre établissements. Ça, c'est vraiment dans notre état d'esprit, hein. On est vraiment dans un état d'esprit, on est utilisateur massif d'outils libres. Dans un esprit de partager. Voilà. D'accord. Bah, du coup, j'ai posé une seule question. Ça vous prend combien de temps pour développer complètement un scénario, tout compris infrastructure, jusqu'à ce qu'il soit opérationnel? Alors là, la réponse, elle va être si on parle du premier scénario. Oui, bah oui. C'est un temps énorme. Franchement, hein, c'est vraiment un investissement vraiment très important. Aujourd'hui, par contre, on arrive à faire des scénarios beaucoup plus rapidement, même si ça demande. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est aussi peut-être une méthodologie. Ouais, c'est ça. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vrai. En fait, c'est ça. C'est plus. C'est plus une sorte de motivation personnelle, je pense, qui fait qu'on investit beaucoup de temps dans ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va plus vite. Par contre, ce qui est pas forcément évident, je sais pas, ma collègue, je sais pas si elle est en ligne là, Pascal, mais il me semble qu'on passe beaucoup de temps maintenant à réfléchir au croisement entre ce qu'on veut que nos étudiants pratiquent et les énigmes qu'on va leur poser à travers le scénario. C'est-à-dire en fait de construire les bases du scénario et un peu moins sa dimension technique finalement. Aujourd'hui, les outils fonctionnent bien. Ça demande des compétences, mais on les a. Donc ça, on sait faire. Je pense que par contre, en amont, le travail de réflexion, il nous prend encore du temps, hein. Pascal, je ne sais pas si tu peux confirmer ou infirmer peut-être. Oui, c'est quel type d'exercice on va leur faire pour qu'ils mettent en place ce qu'ils ont appris, quoi. Sans qu'ils soient bloqués, sans que ce soit trop compliqué. Parce que c'est des premières années, donc c'est vraiment les bases de la programmation qu'on leur enseigne. Donc. Et j'avais une question, du coup, est-ce que vous avez un accompagnement technopédagogique? Justement, tu disais, Laurent, que peut-être ce qui manquait, c'était une méthode ou autre. Est-ce qu'il y aurait peut-être des ingénieurs pédagogiques ou des conseillers pédagogiques qui vous ont aidé? Alors, ça, on a été aidé quand on a monté les projets. Alors ça a été vraiment précieux, hein. Je pense que c'est vraiment une vision. Personnellement, j'avais pas du tout cette vision-là et vraiment, j'estime encore à être franchement un complet débutant dans tout ça, mais j'ai trouvé cette vision justement des ingénieurs pédagogiques qui nous ont aidés à monter le projet. Franchement, c'était vraiment très très intéressant. Alors parfois difficile pour nous parce que on peut vivre ça un peu comme des contraintes ou des exigences auxquelles on pense pas, mais au final on s'aperçoit que c'est quand même des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte. Alors après voilà, on essaye de réfléchir sans trop se mettre de contraintes par rapport à nos objectifs, mais tout en tenant compte de ces points de vue-là. Voilà, après, on n'a pas d'accompagnement. Par exemple, aujourd'hui, on est complètement libre, hein. Nous, à l'ENIT, on n'a pas de conseiller pédagogie, on n'a pas d'ingénieur en pédagogie. Donc, quand on fait la construction, par exemple, d'un scénario, on se réunit avec les collègues. Le dernier qu'on a fait, on l'a fait notamment avec Pascal. On s'est réunis, on a dit voilà, on voudrait parce qu'il faut que ce soit à la fois compatible avec le scénario, il faut quand même que ce soit pas un truc trop bizarre, et puis en même temps que ça aille vers les compétences qu'on veut vérifier ou faire. Et donc c'est ça qui est pour nous, c'est parfois un peu difficile. Bon, je pense qu'on arrive à faire des choses qui sont pas trop mal, mais peut-être ça pourrait être nettement amélioré, hein. Après, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui existent. Je pense pas notamment, il y a Gaël Guigon qui est avec nous, là, qui a fait un modèle Segam, par exemple, où justement on voit un petit peu tout le scénario. Je sais pas si Gaël, tu voulais réagir par rapport à ça, mais où ça permet d'aider les personnes finalement à le créer de A à Z. Mais en tout cas, bon, toi, on voit bien que voilà, vous avez déjà
été très loin. Mais voilà, en tout cas, c'est des modèles qui commencent à émerger aujourd'hui et qui peuvent effectivement assister les enseignants, je pense. OK. Par rapport aux personnages, est-ce que c'est dynamique les énigmes ou bien c'est complètement statique? Par exemple, deux personnes qui vont se loguer sous corps, est-ce qu'elles vont avoir le même mot de passe Sésame? Ouais, alors, on va dire, la réponse, elle est un peu, c'est à un instant T, oui. C'est-à-dire, si à un instant T, je fais connecter deux étudiants sur un scénario, ils auront les mêmes valeurs, les mêmes mots de passe, voilà. Donc c'est pareil. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est générer des nouveaux scénarios. Donc là, par exemple, ça nous est arrivé quand on avait des groupes qui étaient un peu distants dans le temps et où il pouvait y avoir de la porosité, on va dire, sur les résultats. Donc pour pas qu'ils réutilisent juste le résultat, on a régénéré en fait. Voilà. Donc ça, on sait faire, mais c'est en gros à chaque fois, on a un mécanisme de génération et de mise en ligne. Et par contre, si en même temps, à un instant donné, il y a deux étudiants qui utilisent Score, ils auront exactement le même scénario. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Non, c'est très. En fait, les sites web générés sont complètement statiques. Hein. C'était aussi un de nos objectifs de pas s'embarrasser trop sur les aspects techniques côté web. Voilà, donc on a essayé de faire là aussi très très simple. Je reviens avec mon autre question qui était est-ce que vous avez récolté les avis des élèves? Ah oui. Alors on a fait une enquête. Alors je sais plus combien on avait d'élèves, je me souviens plus exactement. Donc on a une enquête quantitative. Donc on a fait un questionnaire et on a demandé aux étudiants de le remplir. Alors voilà, on s'est dit qu'on allait essayer de publier ça. Aujourd'hui, ben voilà, c'est encore dans la to-do list, hein. Mais on aimerait bien, publier en fait ce qu'on fait, parce que c'est vrai que je pense que là aussi c'est une façon de le partager. D'une certaine manière, c'est moins contraignant de le faire hein, dans ce cadre-là, voilà, dans ce cadre de communauté, d'échange sur un temps précablé. Mais c'est vrai nous on aimerait bien arriver à publier. On a vu il y a des gens hein, qui publient sur ces idées-là. Bon, peut-être vous avez l'habitude de publier, je sais pas, mais juste un petit point d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, Laurent, pour les geeks parmi nous, utilise OBS pour faire sa diffusion là avec son visage et derrière lui enfin bref, je le dis parce que j'aurais pu être interpellé par ta présentation qui était assez originale. Alors il nous reste encore un petit peu de temps, 5 petites minutes. Alors Philippe avait une question encore à nouveau. Oui. Concernant, donc j'ai vu qu'il y avait dans le chat une question, c'est la place de l'enseignant lors du TP. Est-ce que vous suivez en temps réel l'avancement des étudiants? Vous êtes, alors ils sont dans une salle et vous êtes dans la même salle qu'eux, ou ça se fait en temps déporté, ils sont chez eux ou ils font n'importe quand? Et donc la question que j'ai derrière ça, c'est les étudiants qui ont des difficultés. Ça peut être de deux ordres, ça peut être soit ils ont une idée, ils ont à moitié résolu l'énigme, mais ils n'arrivent pas à coder à écrire le bout de code qui leur permet de trouver la solution, soit ils restent bloqués sur l'énigme et du coup c'est plus un problème informatique. Vous arrivez à voir quels sont leurs problèmes et comment les débloquer? Bah en fait, justement, la réponse, je pense ça va être une réponse pour les deux questions en même temps, parce que on fait les TP en étant présents. Donc les enseignants sont dans la salle ou dans un salon Discord, hein, et on est présent. Et justement, un de nos rôles dans ce cadre-là, c'est de débloquer les élèves, soit parce qu'ils ont une difficulté technique. En programmation, donc dans ce cas-là, on les aide après un temps de réflexion, on les incite quand même à passer du temps à réfléchir, voilà, et aussi sur la compréhension des énigmes, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses des fois, et certaines choses qu'on a mis nous-mêmes d'ailleurs, hein, pour des choses amusantes, enfin qui nous semblent amusantes, mais qui bloquent les élèves sciemment, et on les laisse pas trop longtemps quand même, voilà. Donc on est vraiment là en accompagnateur du scénario, et je pense que c'est indispensable, hein. C'est-à-dire que parfois les élèves ils sont bloqués sur juste un petit détail du scénario qu'ils ne comprennent pas bien, et là on explicite en fait les choses. Ok, merci. Je sais pas si ça répond à votre parfaitement. Merci. On va prendre une dernière question. Donc Jérémy qui voulait Jérôme. Oui, merci Laurent.
Merci beaucoup pour la présentation. Moi aussi, je suis prof d'informatique, j'enseigne justement aux premières années à l'université. Et je comprends, je vois très bien le problème, la difficulté de lier la compétence que tu veux faire accueillir que l'étudiant ait. Et l'énigme que tu vas poser. Du coup, on voit que avec la première énigme que tu nous as posée, il y a un parcours de matrice. Du coup, je suppose que la compétence derrière, c'est les boucles for ou les boucles imbriquées. Ouais, sachant que ça, on demande pas à nos étudiants ça. Hein. C'est vraiment pour vous. Hein. Ah, d'accord. Pour vous montrer le principe, mais nos étudiants, on leur demande des choses beaucoup plus simples. Hein, beaucoup plus simples. Je me posais justement la question. Je me disais que c'était vers la fin des TP peut-être. Ah ouais, non. C'est justement la question. Ouais. Et du coup, ça m'intéresserait de voir justement les toutes premières étapes, les premières énigmes et ce que vous faites, hein, ce que vous leur faites coder au tout début. Et aussi, si vous avez, je sais pas, une base d'énigmes, par exemple, qu'on peut flécher à une ou plusieurs compétences qu'on espère que l'étudiant atteigne. Oui, effectivement, on a ça. Hein. Et éventuellement, on pourra discuter peut-être un petit peu en aparté là-dessus, sur ces aspects-là. Mais je pourrais vous montrer hein, à quoi ça ressemble en fait. Alors là, je ne sais pas si je peux le faire directement ici. Ouais, derrière moi, vous avez une petite énigme. Alors pardon, je vais me mettre en petit parce que là, je suis. Voilà, une énigme. Là, c'est une énigme qu'on donne c'est la première énigme qu'on donne à nos étudiants. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose pour les informaticiens, en tout cas, c'est quelque chose d'hyper simple. Et là, c'est plutôt finalement pour leur faire découvrir le principe de l'escape game. Là, je sais pas, c'est bon? Ouais, c'est bon, je l'ai mis en évidence. Ouais. Ah oui, ok. Voilà, donc vous voyez, c'est pour les gens qui font du codage, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple, mais ça permet aux étudiants, de commencer à faire un petit bout de code avec quelques lignes, et de comprendre le principe de je cherche un nombre ou une valeur et je vais la saisir. Ensuite pour donc là on donne des exemples et voilà, vous voyez, hein, c'est comme ce que vous avez joué en fait, hein, c'est la même chose. Et un point important, Laurent, c'est réussir la première épreuve, ça encourage aussi à continuer le jeu. Oui, et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on voit que c'est aussi un élément pour rentrer dans le scénario, rentrer dans le jeu et se prendre au jeu. Voilà, c'est vraiment là, pour le coup, c'est même se faire prendre par le jeu. Alors, merci beaucoup. Je vais essayer de respecter le délai. Je vais juste partager mon écran pour clôturer ce carto. Donc, encore une fois, c'était proposé par la cartographie des talents, talents avec un s.fr. Vous pouvez vous créer un compte sur le site hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ça vous permettra d'avoir toutes les infos par rapport à tout cela. Merci encore à Laurent. C'était vraiment passionnant. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver finalement ce webinaire, vous pourrez aller sur le YouTube finalement de la cartographie des talents. Et ici, bien, je mets en ligne après toutes les vidéos, donc vous pouvez retrouver tout ça. Donc, et bien plus tard, je vous enverrai d'ailleurs un message hein, pour vous informer. Voilà, donc juste pour information et pour pas qu'il y ait des frustrés, alors je vais juste arrêter le partage. Ceux qui veulent rester un petit peu, moi j'ai pour habitude de faire un petit café et puis de rester avec ceux qui veulent échanger. Sinon, pour ceux qui sont venus et qui ont déjà d'autres occupations, et bien, en tout cas merci d'être passé. Merci encore à Laurent pour la présentation et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain carto. Merci beaucoup. Hein, c'était vraiment très très intéressant. Merci, c'est vraiment une très belle communauté. Hein. Super, merci Laurent. Merci. Parfait.